Salut, ça va bien? Merci, moi non plus. Ce n'est pas un scoop, tout le monde va mal en Europe en ce moment. Alors que faire? Prendre les choses en main. Arrêtons de pester et essayons plutôt de nous sortir de ce pétrin en mettant nous-mêmes la main à la pâte. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de s'essayer à un peu de démocratie directe? Oui, mais comment ça marche? Car si le concept sonne bien, puisqu'il accorde plus de marge de manœuvre au peuple, est-ce que pour autant tout irait mieux? Sommes-nous simples citoyens assez avisés pour prendre une part active à toutes ces décisions? La Europinion. Il est important que les gens rejoignent des groupes ou créent des organisations qui contribuent à faire bouger les choses. Il est dangereux de croire que les hommes politiques que nous avons élus défendent strictement nos intérêts, car il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi des intérêts personnels à défendre. Pour moi, l'important, c'est que les jeunes puissent davantage participer aux décisions. Moi aussi, je voudrais pouvoir le faire. S'inscrire à un parti fait un peu peur, et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font encore la démarche de nos jours. En revanche, je pense qu'instaurer la démocratie directe les encouragerait à participer à la politique. Ce serait bien qu'il en soit ainsi en Lettonie. Car à l'heure actuelle, les Lettons ont à peu près autant envie de s'impliquer en politique que d'aller chez le dentiste. Et au moins lui, il sert à quelque chose. Alors que la politique, il n'y croit plus trop. Un mouvement de jeunes s'est donc donné pour mission d'inciter le peuple à plus d'engagement politique. Et il a réussi son coup. La démocratie directe est importante pour la population. Elle permet aux gens de faire connaître leurs revendications. Ça nous donne la possibilité d'intervenir quand quelque chose ne nous plaît pas. La démocratie directe est importante. Nous avons le droit et le devoir d'influencer la politique. Ieva Koudoureux a 22 ans, un diplôme de droit en poche et fait actuellement des études de romanistique. Elle est convaincue qu'un État démocratique doit être façonné par ses citoyens. En Lettonie, la participation au référendum est assez faible. Les gens ont tendance à rester passifs, car ils ne croient pas pouvoir influencer quoi que ce soit. La Lettonie est un petit pays. Je pense que le peuple ne doit pas attendre que quelqu'un d'autre change la donne. En tout cas, moi, je veux m'engager activement. C'est dans cette optique que Ieva soutient l'action de ceux qui veulent, comme elle, contribuer à faire bouger les choses. L'organisation Libérer les animaux, par exemple, qui voudrait interdire le commerce des peaux et attire l'attention sur les conditions de vie déplorables des animaux dans les fermes d'élevage lettonnes, dont on parle trop peu. Grâce à Manabals, nous avons réussi à éveiller les consciences sur la question de la protection des animaux. On a réussi à faire en sorte qu'on en parle, et pas seulement dans certains groupes sociaux, mais aussi au sein de la sphère politique. Manabals signifie ma voix. Depuis un an déjà, Ieva prend part active aux discussions sur leur plateforme Internet. Plateforme qui entend permettre aux citoyens lettons d'influencer directement la politique de leur pays. Pendant son temps libre, la juriste aide ceux qui souhaitent lancer des pétitions à exprimer leurs idées, à la fois au niveau du contenu et de la forme. Et voilà comment ça fonctionne. Les citoyens postent leurs idées sur le site de Manabals sous forme de pétitions. Elles sont étudiées par des juristes comme Ieva qui en vérifient la bonne formulation avant qu'elle ne soit mise en ligne. Quand une pétition obtient 10 000 signatures, le Parlement est tenu de l'examiner. Manabals n'est pas fait pour que les gens déchargent leur colère ou la répandent. Ce qu'on veut, c'est améliorer les choses. Les idées les plus diverses et variées sont postées sur le site. L'important, c'est qu'on croit tous en notre potentiel à améliorer la situation en Lettonie. Manabals a déjà quasiment recueilli la moitié des signatures nécessaires afin de pouvoir présenter sa première grande pétition devant le Parlement. Et ce, 3 mois seulement après l'avoir postée sur le web.
La lutte contre le commerce des peaux est la première grande action publique menée à travers cette plateforme. Si nous ne parvenons pas à recueillir le nombre de signatures nécessaires pour présenter notre requête au Parlement, nous relancerons le débat et ferons circuler une nouvelle pétition. Et nous continuerons, quoi qu'il arrive, à informer la population. Derrière cet outil démocratique se cache le jeune entrepreneur Christophe Blaos. Il en a eu l'idée à l'été 2011. Alors âgé de 24 ans, il avait constaté que beaucoup de Lettons auraient voulu contribuer à changer la donne dans leur pays, mais ne savaient pas comment être entendus par le gouvernement. Le nombre de clics enregistrés par Manabals confirme cette volonté d'engagement. Un Letton sur 3 s'est déjà rendu sur le site au moins une fois. Avant Manabals, les seuls instruments dont les gens disposaient étaient les manifestations et les actions de protestation. Il n'y avait pas de moyen de communiquer directement avec le gouvernement. Depuis qu'on a institué ce mécanisme, davantage de gens sont prêts à prendre les choses en main. 550 pétitions circulent actuellement sur la plateforme. Plus de 50 ont dépassé le seuil des 10 000 signatures et 2 ont d'ores et déjà eu l'effet escompté. Grâce à elles, des lois ont été amendées. Pour Christophe, ce n'est qu'un début. J'espère qu'à l'avenir, les idées des citoyens seront plus vite prises en considération par l'organe législatif. Et de façon générale, que beaucoup plus de propositions parviendront au Parlement et le pousseront à changer les choses. Autrement dit, que nos idées seront prises en compte dans les textes de loi et mises en pratique. Pour l'instant, si cette forme d'action citoyenne peut exercer une certaine pression sur le Parlement, elle ne peut l'obliger à réagir. Christophs, Yeva et les partisans de la démocratie directe ont encore du pain sur la planche. L'Internet comme moteur de la démocratie directe. Logique. On peut déjà en quelques clics commander des chaussures ou organiser une fête pour le soir même. Alors pourquoi pas voter en ligne pour le prochain budget de l'armée? Oui, pourquoi pas. Mais au fait, la démocratie directe est-elle une invention des temps modernes? Retour sur les faits. La démocratie directe nous apparaît comme une notion moderne. On l'associe à Internet et à la liquid democracy. Et pourtant, les Grecs de l'Antiquité participaient déjà directement à leur démocratie. Lorsqu'une décision devait être prise, ils étaient tous appelés à se réunir dans la cité-État, la police, d'où le mot politique, et à graver leur vote sur des tessons de terre cuite en guise de bulletin de vote. Précisons toutefois que ces procédures démocratiques étaient strictement réservées aux personnes majeures de sexe masculin. Les femmes, les étrangers et les esclaves n'avaient pas leur mot à dire. En Europe, l'horizon démocratique est resté plutôt sombre jusqu'au XVIIIe siècle. Rois et institutions religieuses ont longtemps décidé de tout. L'homme est né libre et partout, il est dans les fers, écrit Jean-Jacques Rousseau dans son Contrat social de 1762, où il expose un modèle de société basé sur la démocratie directe, modèle qui a beaucoup inspiré Robespierre et les révolutionnaires. Mais jamais la démocratie n'a été tout à fait directe, ni en France ni ailleurs. Le pouvoir est toujours passé par des représentants du peuple et d'énormes appareils d'État. Il n'y a qu'en Suisse qu'est réellement pratiquée la démocratie directe, mais seulement dans les cantons d'Appenzell-Rhodes intérieur et de Glaris. Il est donc grand temps de nous intéresser à ce qui se passe en Suisse. Dans le canton de Glaris, par exemple, tous les électeurs désireux de voter se rassemblent sur la place publique une fois par an. Et cette année, quelques dizaines de jeunes Européens se sont joints à eux pour suivre un cours de démocratie directe en direct. Nous les avons suivis. Ils votent à main levée avec un carton vert. Chaque année, en mai, les habitants du canton de Glaris se retrouvent ici sur la place du Landsgemeinde. Ensemble, ils déterminent la politique de leur canton, dont on peut dire qu'ils sont les vrais dirigeants. Leurs décisions ont valeur de loi. Le pouvoir aux citoyens. L'un d'eux s'appelle Matthias Zopfi et a 29 ans. Je trouve que ça marche bien et en plus il fait beau, contrairement aux prévisions. Matthias vit dans ce village à 20 km du chef-lieu de canton. C'est ici qu'il s'est préparé au Landsgemeinde, cette grande consultation populaire du premier dimanche de mai, avec sa copine Karine et son frère Hans-Peter. Ils devront se prononcer sur un certain nombre de propositions de loi. L'une d'elles suggère qu'à l'avenir, l'État soit tenu de payer en cas de conflit entre propriétaires et locataires. Matthias veut faire un discours à ce sujet.
Alors, pas question de se la couler douce. Ensemble, ils se documentent et passent des heures à discuter. Ils se sentent responsables et fiers de leur démocratie. On me demande parfois si ça ne me dérange pas d'exprimer mon avis si ouvertement. Quand j'ai réfléchi, non, ça ne m'a jamais dérangé. Je ne trouve pas que ce soit un problème. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais voté de telle ou telle façon, ni n'a jamais critiqué mon vote. Il faut croire que nous sommes assez tolérants les uns vis-à-vis des autres. Le Landsgemeinde crée un lien plus étroit entre le citoyen et l'État. Dans ces conditions, la politique n'est plus quelque chose d'étranger qui appartient aux seuls élus, c'est-à-dire à des responsables politiques sur lesquels on n'a d'influence que lorsqu'on les élit tous les 4 ans. Ce système nous permet d'exprimer notre avis une fois par an. Et selon moi, on pourrait prendre le risque d'appliquer ce modèle à l'échelle européenne. Dans le canton de Glaris, ils risquent la démocratie directe depuis 1387. Une marche solennelle réunissant des membres du gouvernement cantonal, de l'armée et des différents partis ouvre traditionnellement la cérémonie. Mathias suit le mouvement en tant que représentant des Verts, sous le regard fier de sa petite amie. Plus de 8000 personnes se sont déplacées jusqu'ici pour voter. Aujourd'hui encore, le peuple de Glaris s'est rassemblé sur la place publique pour exprimer ses vues, rejeter ou soutenir nos propositions. Chaque année, de nouvelles propositions de loi sont soumises à l'approbation populaire. Cette fois, il est question de taux d'imposition. Les riches et les entreprises doivent-ils payer plus d'impôts? C'est manifestement l'avis de cet orateur. Le public, lui, reste calme. Les Glaronnais écoutent patiemment. Applaudir ou interpeller l'orateur serait mal vu. Puis vient le moment du vote. D'abord les voix contre, puis les voix pour. La motion est rejetée. Les choses resteront comme elles étaient. Ainsi en ont décidé les Glaronnais. 50 jeunes Européens ont été invités à assister à ce Landsgemeinde. Ils voulaient voir de plus près comment fonctionnait une démocratie directe et ils sont impressionnés. Ici, tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. C'est dans leur tradition. Les gens ont grandi dans cet esprit. On ne peut pas faire mieux pour un pays et pour son peuple. J'aimerais qu'on ait une démocratie comme ici, qu'on puisse tous se rassembler, voter et faire entendre notre opinion. C'est bien mieux que de déléguer tout notre pouvoir de décision aux députés. Ici, en se prononçant sur des propositions concrètes, les gens peuvent modeler leur propre vie. 3 heures et quelques discours plus tard, plus d'une demi-douzaine de décisions ont été prises ce jour-là. Et après cette intense session de vote, les Glaronnais vont célébrer leur belle coutume démocratique ensemble, qu'ils aient ou non voté dans le même sens. Les Autrichiens se sont manifestement inspirés de leurs voisins. À Salzbourg, n'importe quelle décision politique pourrait à l'avenir être soumise à un référendum à la demande de 10% des citoyens. Mais les responsables politiques sont trop futés pour ne pas se ménager une porte de sortie. Quand les revendications du peuple coûtent particulièrement cher, le pourcentage passe de 10 à 25. On pose donc directement des limites à la démocratie directe. Et ce n'est peut-être pas plus mal, non? L'Europinion. Je pense que même avec la démocratie directe, on continuera à avoir besoin d'hommes politiques pour formuler des idées, lancer des débats politiques, éclairer des gens sur les sujets à traiter, exposer diverses lignes politiques possibles. Des pros donc. Un organe législatif constitué de pros peut faire de bonnes choses, comme garantir les droits des minorités en les protégeant des sautes d'humeur du reste de la population. Je pense à l'initiative populaire qui a abouti à l'interdiction des minarets en Suisse.
Quoi qu'il en soit, le peuple doit être entendu. C'est aussi l'avis de l'Union européenne qui a mis en place l'initiative citoyenne européenne pour que tous les citoyens européens puissent faire des propositions à la Commission. L'idée est bonne, mais un peu compliquée dans sa mise en œuvre, car point ne suffit d'envoyer un tercet par email, la réponse risquerait de se faire attendre longtemps. Berlin, le 1er mai. C'est entre les stands des syndicats allemands qu'est née l'initiative citoyenne la plus retentissante à ce jour. Nicole Zehe et ses compagnons de lutte collectent des signatures pour le droit d'accès à l'eau potable et contre sa privatisation. La libéralisation et la privatisation partielle des services de distribution de l'eau désavantagent les consommateurs, en termes de qualité de l'eau, mais aussi de rapport qualité-prix. Cette tendance à la libéralisation à l'échelle européenne constitue un vrai danger. C'est pourquoi nous luttons pour que l'approvisionnement en eau reste ou redevienne un service public géré par la municipalité ou par l'État. Nicole milite pour l'initiative citoyenne européenne Right to Water. Les activistes rassemblent des signatures non seulement en Allemagne, mais aussi en Espagne, en France, en Pologne, en Irlande et dans beaucoup d'autres pays encore. Leur but, empêcher la libéralisation du marché de l'eau, un sujet qui occupe Bruxelles depuis quelque temps. Si leur initiative remporte l'adhésion de suffisamment de citoyens européens, ils pourront faire valoir leurs revendications devant la Commission. L'initiative citoyenne européenne est un moyen d'action qui existe depuis un an. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Michael Effler peut nous le dire. Il est membre de l'association Plus de démocratie et a participé à l'élaboration du concept il y a plus de 10 ans. Il nous explique comment il faut s'y prendre pour faire parvenir une requête devant la Commission. Premièrement, je dois me demander si la proposition que je souhaite présenter relève de la compétence de l'Union et de la Commission européenne. Les sujets qui relèvent de compétences nationales ou régionales ne sont pas recevables. Ce qui fait déjà l'objet d'une réglementation européenne, comme la production d'énergie atomique, ne doit pas non plus être remis en question. Outre la pétition sur l'eau, 13 autres initiatives citoyennes sont en cours actuellement. Les revendications vont de l'arrêt des expériences sur les animaux à l'instauration d'une limitation de vitesse commune à toutes les villes d'Europe. Deuxièmement, je dois constituer un comité organisateur d'au moins 7 membres venant d'au moins 7 États membres de l'Union. Une fois que j'ai fait ça, je peux soumettre ma proposition à la Commission européenne qui détermine si elle est recevable. Dans le cas de la campagne pour l'eau potable, les instigateurs de l'initiative ont immédiatement rassemblé tout un bataillon de compagnons d'armes. La Fédération des Jeunes Verts européens et d'innombrables ONG sont de la partie. Au total, plus de 100 organisations sont impliquées. Troisièmement, il faut aller à la pêche aux signatures et en collecter au moins 1 million en l'espace de 12 mois. Et pas seulement dans un pays, par exemple en Allemagne. Non, il faut qu'un quorum minimum soit atteint dans au moins 7 pays européens. Ce quorum varie de quelques milliers à Malte à environ 75 000 signatures en Allemagne. Et quand toutes ces conditions sont réunies, on peut soumettre la proposition à la Commission européenne, qui a l'obligation de se pencher sur la question. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a un point sur lequel Michael Effler n'est pas tout à fait satisfait. Le gros défaut de cet instrument, c'est que l'initiative n'a pas un caractère contraignant. Certes, elle permet aux citoyens de présenter une idée à la Commission, mais celle-ci est totalement libre d'y donner suite ou non. Ce n'est donc pas un outil de démocratie directe au sens strict. Les activistes de la campagne Right to Water ne sont pas dupes, mais ils ont déjà rassemblé plus d'1 500 000 signatures et atteint le seuil minimum dans 8 pays. Même si leur initiative est d'ores et déjà recevable, ils continuent à collecter les signatures jusqu'à la date butoir, au mois de novembre. Personne ici ne veut croire que leur engagement puisse rester sans effet. Il faut bien voir que l'Union européenne elle-même est un projet qui est né de la volonté des citoyens européens. Et si ces mêmes citoyens ont aujourd'hui des propositions à faire, il ne serait pas logique qu'elles ne soient pas écoutées, qu'on ne prenne pas le temps de les étudier sérieusement. Ça soulèverait la question de la légitimité de l'Union européenne.
Right to Water est bien parti pour être la première initiative citoyenne européenne à faire son chemin jusqu'à la Commission. Beaucoup d'autres pourraient échouer faute de moyens ou de contacts. Heureusement que la Croatie va bientôt entrer dans l'Union. Les choses vont enfin s'améliorer. Ah non? Empirer? En tout cas, c'est l'avis d'un certain nombre de jeunes Croates qui considèrent leur gouvernement comme ultra-capitaliste, corrompu et anticulturel. Ils ont sonné la charge par le biais d'un festival de cinéma à Zagreb sous l'étendard de la démocratie directe. Bienvenue au cinéma Europe. Ici, chaque année, la démocratie européenne est passée au crible pendant le festival de cinéma subversif de Zagreb. Ces organisateurs ne se contentent pas de projeter des films politiques. Ils organisent aussi des rencontres avec des activistes et des philosophes venus de toute l'Europe. Zrečko a créé ce festival en 2008 pour tous ceux qui, comme lui, souhaitaient partir en guerre contre le système. Les systèmes de santé et d'éducation sont désormais privatisés. Plus de 90% des banques croates ont été rachetées par des Allemands, des Italiens et des Français. Ça a entraîné un chômage terrible. Les gens n'ont plus de perspective d'avenir. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre en question tout ce qui a pu mener à cette situation et proposer des solutions concrètes. Il y a encore 6 ans, personne n'aurait osé faire ça. Le néolibéralisme passait pour le grand sauveur après l'éclatement de la Yougoslavie. Mais en 2009, la crise a frappé ici aussi. Les jeunes se sont alors rassemblés pour se rebeller contre les abus de pouvoir des responsables politiques et des patrons. À la faculté de philosophie de Zagreb, un groupe d'études s'est constitué avec pour nom Plénum et pour cheval de bataille la démocratie directe. Josip en fait partie. Il ne s'attendait pas à rencontrer autant de résistance. C'est vraiment tuant comme boulot. En 2009, le Plénum a occupé la faculté. 20 universités ont suivi à travers le pays. Leur objectif, permettre aux étudiants d'exercer une influence directe sur l'enseignement. Pendant les 34 jours qu'a duré l'occupation, les activistes ont déployé une énergie folle à diriger des débats musclés et de longues sessions de vote. On pensait que la démocratie directe, c'était tout simple. On rassemblait 50, 500 ou 1000 personnes et hop, ça allait tomber du ciel. On allait tout de suite avoir des idées géniales. Mais bien sûr, personne ne pouvait pondre quoi que ce soit d'intelligent. Surtout sans avoir rien lu sur rien, ni analysé aucun sujet sérieusement. Le Plénum consacre désormais plus de temps à la préparation de ses actions. Au lieu d'occuper les universités, les activistes partent en campagne. Ils relatent leur expérience ici et là, comme au festival de cinéma subversif, et aident les autres à s'organiser. C'est comme ça que ça marche, la démocratie directe. Ça change tout le temps. Pour employer une formule marxiste, chaque révolution se révolutionne elle-même en permanence. Les modèles se transforment, mais l'idée de base reste la même. Une organisation syndicale s'est formée dans le sillage du Plénum. L'Academic Solidarity a inscrit la démocratie directe sur sa bannière et souhaite s'en servir pour assainir l'économie par trop corrompue du pays. Nous montrons qu'il y a une autre façon de penser, une autre façon de faire les choses, de coopérer. Et bien sûr, c'est une grande menace pour le système de pouvoir actuel. La notion de pouvoir est toujours en jeu. Ce qui intéresse les hommes politiques, même dans une démocratie, c'est le pouvoir. Or, dans le concept de démocratie directe, il y a l'idée de redistribuer le pouvoir. Et ça, les puissants veulent à tout prix l'empêcher. Les syndicats patronaux ont déclaré qu'il était illégal pour une organisation syndicale de promouvoir la démocratie directe. Mensonge. Mais Erevoye et Zdravko craignent que la situation ne se complique encore avec l'entrée dans l'Europe. L'Union européenne est un monstre bureaucratique et administratif. Ce n'est pas un système qui encourage les gens à influencer eux-mêmes la politique.
Il est plus facile de lutter contre notre gouvernement sur la place Saint-Marc que de lutter contre Bruxelles. En effet, on craint que dans un contexte européen, les citoyens soient encore plus coupés de l'establishment. Il est plus simple de poursuivre une utopie à l'échelle régionale, avec des amis qui combattent à nos côtés et des ennemis bien concrets juste sous nos yeux. Ces espaces d'utopie existent bel et bien, mais il faut arriver à les entretenir, à les faire perdurer. En continuant, par exemple, à poser les bonnes questions. Et si vous vous demandez comment on a pu faire toute une émission sur la démocratie directe sans parler du Parti pirate, eh bien, on l'a fait, voilà. Est-ce qu'on a mal fait? C'est ce que vous allez nous dire sur notre page Facebook, où vous trouverez le lien de notre site web arte.tv/Europe. Sur ce, salut! J'aime l'Europe, mais je trouve qu'on devrait moins se focaliser sur le calibre des concombres et se concentrer davantage sur la coopération entre les peuples.